Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur notre chaîne Puissance, qui est consacrée à l'étude des questions de puissance sous tous ses angles et à travers toutes les disciplines. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on appelle aujourd'hui les PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, si je ne m'abuse, C'est ça, oui, oui. qu'on appelait autrefois les ovnis. Vous allez nous expliquer pourquoi on les appelle plus aujourd'hui les ovnis. Et je vous avoue que moi, jusqu'à vous avoir entendu il y a quelques mois, je m'intéressais absolument pas à ce phénomène. J'y croyais pas en fait. Et tout à coup, je vois une interview de vous sur laquelle, qui était l'affiche, c'était OVNI, c'est très sérieux et ça peut être une menace pour notre sécurité. Alors là, je me suis dit quand même, de ce que je sais, Alain Juillet n'est pas grabataire, il a toute sa tête. Et c'est quand même pas n'importe qui, l'ancien patron de la DGSE, qui était aussi en charge de questions d'intelligence économique. Et donc, j'ai cliqué. Et là, je vous écoute. Et à partir de ce moment-là, d'abord, je tombe des nues. Et je dois vous dire que depuis, je suis virusée. J'ai le virus des ufologues, comme on les Ah, appelle, ceux qui je s'intéressent au vois. sujet. Parce que comme on va le voir, c'est un sujet absolument passionnant et multidimensionnel. Alors, on va pas faire attendre, oui. Donc, on va pas faire attendre nos auditeurs plus longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de questions à vous poser et je sais que votre temps est précieux. Et la première d'entre elles, c'est justement, qu'est-ce que c'est que les pans? Qu'est-ce qui les caractérise en fait? Alors, si vous voulez, on appelait ça avant les objets volants non identifiés. Maintenant, on appelle ça donc les phénomènes aéronautiques, voilà, les PAN. En réalité, qu'est-ce que c'est? Dans l'histoire du monde, on a toujours vu dans le ciel des choses qui se passaient et qui ne correspondaient pas à ce qu'on connaissait. Alors, mais c'est vrai qu'on pouvait parfaitement, et on peut toujours d'ailleurs en confondre, des oiseaux avec quelque chose d'autre. On peut confondre des nuages, et c'est souvent le cas d'ailleurs, des nuages, des ballons. On voit des ballons qui passent dans le ciel, qui sont illuminés par le soleil. On pense que c'est quelque chose d'autre. Il y a toujours eu dans l'histoire du monde des signes comme ça bizarres, et on disait, tiens, on ne sait pas ce que c'est passé dans le ciel, bon, et puis ça s'arrêtait là. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça est devenu un peu plus sérieux parce que on a eu, d'abord, se sont développés les avions, hein. Et les avions volent de plus en plus dans le ciel, il y a de plus en plus d'avions, et les aviateurs ont signalé un certain nombre de choses bizarres en disant, tiens, on a vu quelque chose de bizarre, on a vu une forme bizarre à côté de nous qui a croisé dans le ciel. Alors au départ, toujours, hein, c'est toujours été au début, on tentait de ridiculiser un petit peu les gens qui disaient ça, en disant, ah mais ça y est, vous avez rêvé, hein. Et puis, quand même, quand vous aviez des gens très sérieux qui vous disaient non, j'ai vu ça et puis il n'y a pas de problème, c'était comme ça et qui vous le décrivaient, on se posait des questions. Mais il faut bien dire que jusqu'à il y a une dizaine d'années, beaucoup de gens avaient du mal et beaucoup de professionnels, si vous voulez, les États, hein, avaient du mal à imaginer quoi que ce soit. On pensait que c'était plutôt, je dirais, des fantasmes, hein, des fantasmes des uns ou des autres, des rêves des uns ou des autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe depuis, on peut dire depuis 10, 15 ans? C'est que nos moyens de détection ont été multipliés dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez les radars. Les radars des aéroports, ils détectent tout ce qui se passe autour de l'aéroport. Les radars je dirais des bateaux de guerre ou des radars militaires ou civils d'ailleurs, hein, détectent des quantités de choses. Bon, on a aujourd'hui, dès qu'on a effectivement quelque chose qui est bizarre, hein, il y a d'autres systèmes, d'autres techniques qui nous permettent de regarder. Par exemple, aujourd'hui, on peut mesurer la chaleur à distance. On peut mesurer les émissions d'infrarouge ou d'ondes, hein, diverses à distance. Donc, on a quantité de... Et en particulier, c'est vrai sur les avions, et les avions de chasse en particulier, parce que là,
non, alors là, sur le plan militaire, hein, quand on repère une cible et que ce qu'on appelle on verrouille tous les systèmes de l'avion sur la cible, à ce moment-là, tous les capteurs, si vous voulez, toutes les formes de capteurs actuels vont être concentrés et vont enregistrer des données. Alors, ce qui fait que depuis une dizaine d'années, on commence à avoir régulièrement des données enregistrées, mais qui ne sont pas simplement un témoignage, comme on a eu dans le passé, de quelqu'un qui avait vu quelque chose. Mais là, non, c'est de dire, tiens, on a vu quelque chose, oui, ça a été enregistré par tel et tel radar, ça a été mesuré en température, bref, on a des films, c'est plus du tout la même chose. Si vous laissez pas la photo qu'on avait il y a 30 ans ou 40 ans, où on voyait une espèce de soucoupe volante, d'ailleurs souvent c'était des photos trafiquées, on voyait une soucoupe volante en venant du ciel, on dit ah bah oui, mais en réalité on savait très bien qu'il y avait 99 chances sur 100 pour que ce soit faux. Aujourd'hui, on a des systèmes de repérage extrêmement précis. Pour vous donner un exemple, l'AARO, qui est un organisme créé par les Américains récemment, il y a 2 ans, 3 ans, pour justement étudier ces phénomènes, sous la pression des événements, de ce qui se passe. L'AARO a publié son rapport de cette année et a dit, l'année dernière, on a eu, aux États-Unis uniquement, 700, si je me souviens bien, 753 alertes, c'est-à-dire des gens qui ont signalé un problème. OK. Avec tous les moyens techniques américains, on a regardé les 753 et on a découvert que un certain nombre, c'était des ballons sondes, d'autres, c'était un avion qui passait avec des reflets, enfin bref, Un toutes les reflet de satellite, des par fois. exemple, ouais, exactement, les reflets de satellites, avec les petits satellites Starlink actuellement d'Elon Musk, par exemple, ils sont très bas, on les voit. Dès qu'il y a un reflet du soleil, on les voit. Et effectivement, des gens qui ne sont pas prévenus, ils voient ça dans le ciel et puis ils ne peuvent pas estimer la distance et ils disent c'est un ovni. Oui, mais l'ARO, à la fin de l'histoire cette année, a dit en 2024, en 2023 par contre, pardon, non 2024, c'est bien ça, en 2024, il y a eu 21 cas que nous ne pouvons pas expliquer. On a tous les éléments du problème et là, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Eh bien, c'est ça les pans. Les vrais pans, si vous voulez, Oui. c'est ceux-là. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de dire c'est les petits hommes verts, machin, on s'en fout des petits hommes verts, si vous voulez. Ce qui est intéressant là, c'est de dire il y a 21 cas, on ne sait pas ce que c'est, mais on est sûr que ça existe parce qu'on l'a vu, on l'a mesuré, on l'a regardé, donc on sait très bien ce que c'est. Enfin, on sait très bien que c'est quelque chose. Par contre, ça ne correspond à rien de ce qu'on peut connaître. Mais il y a Et quand même des points communs alors dans ces oui, pans. alors dans tous, il y a des points communs parce qu'il y a par exemple, pour nous, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses très intéressantes et qui font qu'on les reconnaît comme ça d'ailleurs, entre autres choses. Oui. Le premier d'abord, c'est les caractéristiques de vol. hein. Un pan, c'est un engin qui est alors dans l'air, on pourra parler dans l'eau, mais dans l'air, c'est un engin qui est à l'arrêt et qui, dans le centième de seconde ou la dixième de seconde qui suit, est à 10 000 km/h. Ou plus même parfois, Oui, hein. J'ai oui. entendu Quand que je dis ça 10 pouvait être 000, ça peut jusqu'à... être 20 000, 25 000. Ah oui, ça va. ça Ça peut... accélère. Bon, Ouais, un pan, c'est quelque chose qui va dans une ligne, effectivement, à très, très grande vitesse et qui change à 90 degrés de direction. Nous, nos avions, si on fait ça, ils se cassent en morceaux. c'est ça. C'est-à-dire qu'on les voit souvent, par exemple, à l'horizontale et tout à coup, ils vont monter à la Voilà, ils vont verticale ou monter, descendre à la ils vont verticale. descendre, ils vont virer à droite, à gauche. Ici, vous voulez, ils ont des comportements que nous sommes incapables de reproduire aujourd'hui avec nos moyens à nous, parce que nos structures d'engins, d'avions, de fusées ne résisteraient pas, c'est clair. Ils ne résisteraient pas au niveau de la pression qui peut s'exercer, mais ils ne s'exerceraient pas non plus au niveau de la vitesse. C'est Parce ça. que quand vous allez à une vitesse extrêmement forte, vous avez la chaleur qui enveloppe. Or là, eh ben, il passe à travers. Et, C'est alors, ça. et encore pire, si je vais dans ce sens-là, alors, les pans que l'on voit sous l'eau, parce qu'on a des films montrant des pans qui sont, les Américains ont filmé en particulier des deux chasseurs d'un porte-avions américain qu'on avait envoyé regarder les pans, donc qui ont été vraiment
à la chasse aux pans, si je peux dire, hein. Bon, ils les ont filmés et on voit les engins qui font ces évolutions invraisemblables et qui, à un moment, plongent dans l'eau, continuent sous l'eau à une vitesse incroyable pour nous par rapport à la vitesse, je dirais, un sous-marin, une torpille ne peut pas aller à cette vitesse-là, hein. Ils sont sous l'eau, ils ressortent et ils repartent. Donc, si vous voulez, des comportements absolument inimaginables pour nous aujourd'hui. Et j'ajoute qu'apparemment, par exemple, sur la question de quand ils vont sous l'eau, il n'y a pas l'effet splash, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Et de... il n'y a pas de goutte, si vous voulez. Quand ils sortent, quand ils rentrent quand ils sortent de l'eau, il n'y a pas de splash et il n'y a pas d'eau. Donc, ce qui fait on est sûr, hein, que quand ils sont sous l'eau, ils sont dans ce qu'on appelle le plasma. C'est-à-dire qu'il y a autour d'eux quelque chose, le plasma, oui, qui qui est fait une que forme de gaz, hein, oui, une forme pour de gaz, c'est nos... ça, une forme de gaz, mais très particulier, hein. Une forme de gaz qui fait qu'ils ne sont pas en contact avec l'eau. Mais dans l'air, c'est pareil, hein. Il y a du plasma autour qui fait qu'ils ne sont pas en contact avec l'air. C'est pour ça qu'ils peuvent justement ne pas souffrir de la chaleur ou d'un certain nombre de... ou souffrir de du frottement. C'est Parce que ça, l'air frotte, même si c'est faiblement, et l'eau frotte beaucoup, hein. L'eau, elle vous freine, hein. c'est Or, eux, ça, ça ne les freine pas. c'est ça. Et alors, quand on voit ça, eh ben là, on se dit, là, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je résume, en fait, dans les choses importantes que vous avez dit, si je comprends bien, il n'y a aucun matériau aujourd'hui qui permet de supporter ce genre d'accélération et de changements brutaux de direction à ces Oui. vitesses-là. Et pareil pour l'être humain, a fortiori pour l'être humain qui est absolument, Là, n'en parlons pas. C'est voilà, absolument impossible. C'est même hein, pas il imaginable. exploserait sur place. Et en fait, ces engins défient les lois de la gravité. Alors, c'est effectivement, alors, c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on se pose, c'est quand on essaie de regarder le système de propulsion de ces engins. Il n'y a pas On ne voit pas. Quand on mesure, si vous voulez, on voit qu'il y a de l'énergie qui sort, il y a beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Ils ont un moteur, une forme de moteur. Et beaucoup de scientifiques pensent que le moteur en question, c'est la gravité, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la gravité et qu'à ce moment-là, évidemment, si vous supprimez la gravité, l'attraction terrestre de la gravité, ben, vous pouvez à ce moment-là faire toutes les évolutions que vous voulez et vous pouvez acquérir des vitesses incroyables. Donc, il y a probablement, il y a même certainement, hein, c'est un moteur qui permet, où ils ont résolu le problème de l'antigravitation. Alors, là Et- aussi, ça intéresse tout le monde. Autant vous dire oui, que comme le reste, et en particulier, les domaines militaires sont passionnés par ça. oui. Juste une petite interruption pour vous remercier de regarder cette vidéo et vous dire que si vous appréciez notre travail, mettre un petit like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos sera notre plus belle récompense. L'argent étant le nerf de la guerre, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via le lien Buy Me a Coffee qui se trouve en dessous de cette vidéo. Merci encore et sans plus attendre, retour à la suite de cette vidéo. Ensuite, On va y venir. ah bon, on Mais va y venir, si d'accord, on ok. reste toujours justement sur les caractéristiques, c'est intéressant. Vous dites ils ont résolu. Parce qu'apparemment, de ce que j'ai lu et vu, ils ont aussi une forme d'intelligence et on le voit dans leur comportement avec les rencontres de pilotes. Oui. Et Euh, alors, si vous voulez, et là, on rentre dans le domaine, je dirais, danger ou pas danger d'ailleurs, hein. Bon, jusqu'à maintenant, on voit que quand on fait le bilan, si vous voulez, de toutes les rencontres, les contacts à courte distance, il n'y a jamais eu de la part de ces engins, hein, d'agressivité, hein. On nous raconte des cas d'agressivité. Il y a une histoire au Brésil où il y a eu de l'agressivité. Il y a une histoire sur un hélicoptère, mais c'est très suspect en Italie, bon, il y a très longtemps. Mais en réalité, quand on regarde, il n'y a pas de signe d'agressivité. Et dans certains cas, on voit que, par exemple, ils sont on s'approche avec nous, un de nos avions, par exemple, eh ben, ils restent à distance, ils ne s'approchent pas, ils s'en vont pas. Il y a une espèce d'observation, si vous voulez. Donc, il y a pas de signaux d'opposition, hein. Mais
Mais pour tous les militaires, et c'est là où vous en parliez, moi c'est là-dessus, c'est ce qui m'a intéressé au départ, moi, hein, quand je me suis penché là-dessus, c'est de dire oui, mais pour le moment, il n'y a aucun problème, ils sont pas agressifs. Mais s'ils devenaient agressifs, qu'est-ce qui se passe puisqu'on ne sait pas les arrêter? Oui, Alors là, ça oui. change complètement le problème, hein. Oui, et c'est pas la seule chose. Mais si on reste sur les pilotes, en fait, il y a eu aussi des cas où, et ça j'ai entendu le scientifique Jacques Vallée en parler, qui est Oui, un Valé, grand oui. scientifique français. Il y a eu pas mal de cas où, en fait, il y a des pilotes qui ont cru mourir parce qu'ils les ont vus arriver à très, très grande vitesse vers Oui, eux, puis s'arrêter à quelques kilomètres. Et en fait, quand les pilotes les prennent en chasse, et ça, c'est aussi le pilote David Travor, qui était même, je oui, crois qu'il dirigeait une base maritime américaine secrète, qui a dévoilé oui. dans une commission, une audition au Audition, oui. Congrès en 2023. Cette rencontre est dans des interviews qu'on peut trouver sur YouTube. Et donc, il dit, quand on essaye de les prendre en chasse, en fait, ils le comprennent et ils se rendent inappréhendables. Et c'est là où on peut avoir l'impression d'une forme d'intelligence, parce que c'est comme s'ils jouaient même avec les pilotes, comme pour les mettre en position de vulnérabilité. Puisque tout à coup, ils disparaissent, ça c'est aussi une caractéristique, c'est-à-dire qu'ils peuvent disparaître et réapparaître, hein. Donc, ils Oui. disparaissent d'un coup, puis ils peuvent se retrouver au-dessus ou derrière le pilote. Donc Oui, ça alors il y a donne un une... sentiment oui, alors, d'une il y a... intelligence. Alors, selon, effectivement, sur les témoignages, quand les pilotes se mettent à parler, parce que pendant très longtemps, ils ne voulaient pas parler, parce qu'ils avaient peur d'être ridicules, hein. Ils avaient peur qu'on dise, tu vois des petits hommes verts, et donc il faut que tu arrêtes de piloter, quoi. En gros, c'était ça. Maintenant, ils parlent. Ils parlent parce que tout le monde leur a dit, il faut parler, il faut raconter, c'est important. Et alors, il y en a qui racontent, on a vu des gens, même très haut gradés. En France, on a un général quand même qui a commandé une partie des forces aériennes françaises, qui a raconté sa rencontre, tout un équipage. Ils étaient 10 à bord, ils ont vu arriver une énorme chose, hein, énorme, à côté de leur avion, qui est apparu, qui est resté pendant un bon bout de temps à côté de leur avion, puis qui s'est éloigné. Bon, aucun signe d'agressivité, c'était une espèce d'observation, si vous voulez. On a eu effectivement, vous le rappelez, il y a eu des pilotes qui ont raconté que ces engins venaient, s'approchaient, repartaient, un peu comme un jeu en définitive, en étant autour, et pour dire, bon, bah oui, hein. On en a d'autres qui ont raconté, alors des pilotes de chasse en particulier sur des missions, vous voyez, au Vietnam, donc ça c'est très loin, hein. Il y en a un en particulier qui a raconté comment il avait volé pendant très longtemps avec une espèce de petite boule qui était à côté de son aile et qui était là et qui restait à côté. Donc, on a des quantités de témoignages sur des engins de taille très variable, hein. Ça va d'une petite boule, si vous voulez, d'un gros ballon de football, jusqu'à des engins qui sont un témoignage qui avait été fait à bord d'un porte-avions américain, où ils ont vu sortir un engin de l'eau qui devait faire la taille, bon, puis il fait peut-être là, ils disaient un stade de foot, C'est alors un ça. stade de football américain, hein. Ils sont Donc, différentes formes aussi. Il y a le forme oui, donc il tic-tac, y a la forme toutes les formes triangulaire, la forme... possibles. Voilà, il y a toutes les formes possibles. Euh, et du coup, évidemment, on se pose plein de questions en disant, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quels Ouais, sont leurs objectifs? Et nous, alors, on revient à la défense nationale. Alors, sur le plan de la défense nationale, première question, d'où ça vient? Parce que, évidemment, si ça vient d'on ne sait pas où, c'est presque moins grave. Mais si ça vient d'un pays ennemi, pour les Américains par exemple, la question immédiate c'est est-ce que ça vient des Chinois ou des Russes? oui, Parce que si c'est chinois ou russe et qu'on ne sait pas l'arrêter, toute notre défense est mise en cause. Donc si vous voulez, ce problème est énorme. Alors vous vous dites, ah bah moi je serais américain, je m'inquiéterais. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Chinois vous disent, on a les mêmes problèmes chez nous et on essaie de comprendre. Donc ils ont créé eux aussi des organismes pour regarder ça. Les Russes disent pareil. En réalité, on s'aperçoit que toutes les grandes puissances, si vous voulez, militaires, ont toutes le même problème, se posent toutes les mêmes questions et que personne n'arrive à trouver de réponse. c'est d'où ça vient. Et alors, on peut toujours sur les caractéristiques de ces objets et qui est relatif justement on va dire, à la menace ou au risque militaire, il y a le fait on les trouve et on les a trouvés beaucoup à proximité de bases militaires, parfois Oui. secrètes et notamment nucléaires, avec des effets que vous allez nous décrire.
Oui, bien sûr. Alors oui, effectivement, c'est une des questions. Alors parce que on en observe partout, hein. On voit aujourd'hui avec la capacité de repérage, d'identification, on en voit de plus en plus. Ça, c'est clair. Mais c'est pas parce qu'il y en a plus, contrairement à ce que disent certains, c'est simplement que nous, on est capable de les repérer plus qu'avant. Hein, ça, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on constate, quand on regarde tous les endroits où on en voit, on constate que une partie importante d'entre eux, pas la totalité, hein, mais une partie importante, on la voit près des bases militaires, près des bases atomiques, là c'est clair, près des endroits où on a eu des cas aux États-Unis, par exemple, d'engins qui sont promenés autour des sites où il y a des fusées nucléaires pour aller répondre. Et il y a eu un cas même où d'ailleurs les fusées ont été désamorcées, c'est-à-dire qu'il y a eu je ne sais pas comment ça s'est passé, mais enfin les gens au sol ont constaté que bah, leur fusée, quand on appuyait sur le bouton, ça marchait plus. Donc Mhm. c'est terrible hein, sur le plan de la défense. Ouais. Alors, on se pose beaucoup de questions en disant, mais est-ce que effectivement, puisqu'on les voit beaucoup dans ces endroits-là, est-ce que c'est parce que les radiations atomiques les attirent, ce qui est possible, hein, puisqu'ils ont aussi peut-être des modes de fonctionnement où ça peut jouer, ou est-ce que c'est parce que ils surveillent de très près ce qu'on fait chez nous pour voir en définitive si on risque pas d'aller trop loin. Ça, c'est l'interprétation, je dirais un peu, qu'on entend de plus beaucoup en disant, mais s'ils s'intéressent à ça, il y a quand même des raisons. Oui, puis ce qui est problématique, c'est pas qu'apparemment, ils ont donc ils génèrent des ondes, je crois qu'ils sont à peu près Oui, entre 3 et 5 oui, c'est GHz, ça. donc la fréquence après la fréquence des micro-ondes, de ce que j'ai compris, mais du Oui. coup, en fait, ça a l'air, pour nous, ça a l'air pas fort, mais en fait, ça brouille les radars. Exactement, si vous Euh, voulez, ils sont capables. Alors, on l'a vu, par exemple, sur les avions de chasse aussi, les avions de chasse qui les ont poursuivis, arrivés à une distance assez proche, eh bien, il y a eu une coupure dans les avions de chasse, hein. Il y a eu une coupure de tout un certain nombre d'instruments, ça marchait plus. c'est ça. Donc les ondes émises, si vous voulez, par ces engins étaient suffisamment fortes pour créer des ruptures hein, dans nos systèmes. Pareil Euh, sur les radars des centrales nucléaires, je crois. pareil, pareil. Et c'est là où justement on se pose on dit attention, mais s'ils sont capables de neutraliser nos systèmes de repérage ou nos systèmes, ça peut devenir dramatique si jamais ils devenaient agressifs. On C'est revient toujours à ça. la même À chose. propos de puissance, quelque part, ils sont capables de nous mettre dans une forme d'impuissance Exactement. et de vulnérabilité. Et pour l'instant, ça va parce qu'ils ne sont pas bellicistes, mais si à un moment ils le devenaient et qu'on n'a pas les moyens de pouvoir riposter parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils disparaissent, des fois même, je crois, ils se séparent en deux. Enfin, Ah oui, mais alors on disait, ils viennent, ils s'en vont, bon, avec des vitesses incroyables, mais il y a eu aussi plein, dans les témoignages, il y a des fois, ils se fragmentent en petits morceaux. Enfin, il y a plein de choses, si vous voulez. oui, En réalité, c'est un ensemble qui nous échappe complètement. ça. On essaie de comprendre, mais on ne sait pas. Vous Et parliez alors, des autres puissances, excusez-moi, je vous interromps, mais oui, c'est important de signaler que la Russie, justement, apparemment, a fait pas mal d'études sur la question de oui, ces objets, mais dans l'eau, pour le coup, parce que oui, ça absolument. pose beaucoup de problèmes à ces sous-marins. Ben absolument, parce qu'effectivement, quand vous avez les sous-marins, les nôtres, hein, les sous-marins occidentaux comme les sous-marins russes ou chinois, ils sont sous l'eau. Alors ceux qui sont lanceurs d'engins, ben, ils sont là tranquilles en attendant de lancer leurs engins. S'ils entendent, s'ils entendent passer un engin, enfin s'il y a un engin qui passe très vite, ça peut être une torpille. Donc pour eux, ça leur pose un énorme problème parce que le torpille, c'est pour les couler. Hein. Ah, Donc, et or, il y a dans la guerre sous-marine, elle est permanente, la guerre sous-marine. Hein. Vous savez, les sous-marins se suivent entre sous-marins russes, américains, chinois, européens. Tout le monde se suit, et tout le monde se menace en définitive. oui, Et là, vous avez un intrus qui arrive, qui va à des vitesses incroyables par rapport à tout ce qu'on a, donc personne ne sait l'arrêter, et qui passe et on le repère, on mesure ça et on dit mais qu'est-ce que c'est? enfin, des fois, ils tournent autour des sous-marins Ah comme oui, ils oui, tournent mais il y a autour des des témoignages, c'est avions. ça, oui. On revient, ils font dans l'eau ce qu'ils font dans l'air, si vous voulez. Donc ça crée. Alors bien sûr, ça pose des quantités de questions. Ouais. Alors, vous avez un peu répondu à la question suivante que je voulais vous poser, parce que
Récemment, on a vu justement, ça remonte à 2017, des images déclassifiées du Pentagone Oui, qui proviennent d'avions de chasse justement oui, les militaires. avions Nimitz, oui, les Voilà, avions les Nimitz. fameux Nimitz, qui sont, on va dire, corroborés par les témoignages des pilotes et notamment Oui. David Travor. Mais la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est sûr que c'est vrai, puisque finalement, comme vous dites, c'est que des images de radar. Donc, c'est des images, en fait, Oui. c'est pas vraiment c'est des images, des captations de chaleur ou de forme, mais c'est pas des images pures. Donc, qu'est-ce qui fait que quand même on est sûr que c'est vrai? Alors, il y a toujours, effectivement, on peut toujours se dire, est-ce que c'est pas un montage? Bon, là, le fait que les Américains aient fait passer, après avoir montré les films, ils ont déclassifié les films. Bon, évidemment, tout le monde s'est intéressé derrière, a dit, mais ça s'est passé dans telle zone, est-ce qu'il y a eu des repères? Et on a vu qu'effectivement, il y avait eu autour, il y avait eu des repérages par des radars et autres. Donc, ça a confirmé, si vous voulez, ces incidents. Et après, les Américains ont autorisé à ce que les deux pilotes, la femme qui commandait l'escadrille, enfin les deux, c'était un groupe de deux avions de chasse qui ont été envoyés, une piloté par une femme, une commandante, hein, et l'autre pilote, donc Trevor dont vous parliez. C'est très intéressant parce que eux, ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. Alors bien sûr, on peut dire ils ont aussi inventé, mais alors ils ont bien inventé, hein, parce Oui, que et je vais vous dire, et moi là où je suis, on est aux États-Unis. Quand aux États-Unis, vous témoignez devant une commission du Sénat ou de la Chambre des représentants, vous n'avez pas intérêt à mentir. Parce que là, vous savez qu'aux États-Unis, même si vous êtes l'adjoint du président, vous partez en prison. Donc quand des gens témoignent en expliquant très exactement ce qui s'est passé et ce qu'ils ont vu, on peut se dire, oui, c'est vrai. Parce que là, les punitions seraient terribles, si vous voulez. Quand ça s'ajoute au film et à d'autres points de repère, on se dit il y a de très grandes chances que ce soit vrai. oui, et puis il y a eu quand même des vagues dans Oui, différents pays. En France, je crois que la vague oui, était en oui. 76, mais enfin, elles reviennent d'ailleurs régulièrement. On a des vagues, Oui, oui, mais on a des vagues de témoignages, c'est ça. on les repère. Et ce qu'il y a aussi de très intéressant, c'est que maintenant, parce qu'on est mieux organisé qu'avant, hein, si vous voulez, par exemple, quand vous avez un phénomène qui passe quelque part, s'il se déplace dans le ciel d'un endroit à un autre, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de témoignages qui confirment le déplacement, si vous voulez. Et là, on peut regarder là, avec les techniques modernes. Par exemple, dans mon pays, on a ce qu'on appelle le GEPAN, puis il y a une commission d'une aéronautique qui s'appelle la 3AF, hein, qui fait des études systématiques. C'est-à-dire, dès qu'il y a un signalement qui est fait, on regarde ce qui est vrai ou ce qui est faux. Alors, il y en a un grand nombre qui sont éliminés, hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des fausses interprétations, mais régulièrement, on tombe sur des choses qu'on est incapable d'expliquer, et c'est ça qui est intéressant, si vous voulez. Enfin, on peut dire pour nos téléspectateurs que le GEPAN a été créé en 1977, justement après la vague de 76. Et finalement, ça aboutit à un rapport qui s'appelle le fameux rapport Cometa en Oui, oui, tout à fait. 99, si je ne me trompe, Oui. et qui était signé quand même par des Ah sommités, ben, hein, des c'était des anciens généraux. sommités scientifiques et militaires, hein. C'était dans le cadre d'un institut des hautes études de défense nationale. Donc, on est au top là, hein. Et c'est un cadre d'un rapport fait pour cet institut que des personnalités du monde de l'aéronautique, mais également du monde scientifique, du monde de l'énergie atomique. Il y avait de tout, hein. Il y avait de l'armement et de tout. C'est ces gens-là qui ont fait ce premier rapport qui a dit, attention. Parce que c'est ça en définitive. On croit que c'est quelque chose de pas sérieux, mais si, il y a quelque chose Ouais, derrière. ouais, Et les Américains qui n'y croyaient, voulaient pas y croire, plus exactement. On a vu la Navy commencer à en parler la première, parce que l'Air Force américaine, elle ne parle pas ouais. beaucoup de ça. On a la Navy qui en a parlé la première en disant, il y a des choses bizarres qui sont passées. Et puis derrière, on a eu, c'est ça qui est très intéressant, c'est que chez les Américains, il y a eu quelques personnages quelques personnes qui se sont mis à raconter des choses qu'avaient fait ou que savaient les Américains et qui ont confirmé des choses que les autres pensaient, mais on n'avait pas, si vous voulez, de preuves ou autres, hein.
Et on a compris aussi l'intérêt. Parce que je vous donne un autre exemple d'intérêt. C'est tout bête, mais c'est. Je disais tout à l'heure, on ne sait pas faire quelque chose qui ne casserait pas dans les conditions de vol des pans. Donc tout le monde rêve de récupérer un pan ou un morceau de pan, si vous voulez, pour voir les alliages, Ça. voir quels sont les alliages utilisés. Parce que si on avait les alliages, on pouvait les analyser, on verrait de quoi ils sont composés. Est-ce que c'est des minéraux ou des métals existants sur Terre? Est-ce que cet alliage, on peut le faire sur Terre ou dans l'espace? Parce que vous savez que maintenant, dans les satellites, enfin, dans les stations orbitales et autres, on fait des essais justement d'alliage. Parce qu'on s'aperçoit que les alliages faits dans l'espace n'ont pas exactement la même structure que les alliages faits sur Terre. Donc il y a plein de questions, si vous voulez. Oui, Euh, Après, tout le monde rêve. Alors, oui. actuellement, il y a les Américains ont dit qu'ils avaient peut-être quelque chose. Oui, on va y venir. Mais Ah bah juste d'accord. pour nos téléspectateurs, au final, on peut résumer sur ma question, sur ma deuxième question qui était qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est pas que ces images sont vraies? C'est que en fait, aujourd'hui, on peut croiser les données, donc on Oui, peut absolument. corroborer en fait les observations et parfois on a justement des observations qui sont à la fois à différents types de radars et en même temps visuels de personnes au sol en fait ou dans les avions, etc. Ou dans les sous-marins. Donc en fait, aujourd'hui, on peut croiser plusieurs données et c'est ça qui Absolument. fait qu'on peut qualifier vraiment un pan. C'est quand on a la possibilité de cross-checker, comme on dit en anglais, les, euh, Et, les et vous données. savez, il faut bien voir, hein, aujourd'hui, vraiment, hein, ceux qui travaillent là-dessus, sérieusement, hein, je ne parle pas des rêveurs, hein, je parle des gens sérieux, tout le monde essaie d'éliminer tous les cas dont on n'est pas sûr, parce Ah, que ça n'intéresse personne. On ne veut pas être victime d'illusions, parce qu'on a vu un reflet ou quelque chose, ou un ballon sonde. Donc tout le monde essaie vraiment d'aller à l'essentiel, de retrouver. Et quand vous pouvez croiser un grand nombre d'observations, là, vous êtes sûr qu'il y a eu quelque chose. voilà. Donc on peut clore cette deuxième question. Et justement, la troisième question, c'est les grandes dimensions à fort enjeu de ces pans. Quelles sont-elles? Alors, vous en avez donné un petit peu scientifique. On a parlé des alliages, on a parlé de la Oui, gravité, de maîtriser la gravité. exactement. Il y a le moteur, comment ça marche? Parce que derrière, on pense que c'est de la maîtrise de la gravitation, et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous permettrait d'apprendre comment on peut maîtriser cette gravitation. Nous sommes Oui, tous, on subit tous la gravité, oui. nous, mais également dans l'espace autour de nous, on subit la gravité. Si on sait la piloter, si on sait se sortir de la gravité, il est évident que ça change complètement la notion du moteur, si vous voulez, hein, par Oui, puis rapport. ça a des applications, Ah ben, applications et Ah ben, dans tous voilà. les domaines, dans tous les domaines. On est complètement en dehors de. Si vous voulez, il faut repenser complètement la motorisation, si je peux dire, dans tous ses aspects. Voilà. Tout change. C'est ça, c'est-à-dire que par exemple, ça nous fait faire d'énormes économies d'énergie. Ah ben, bien sûr. Ça permet d'envoyer des engins dans l'espace beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, Tout est changé. d'aller d'un endroit à l'autre plus Voilà. rapidement. Voilà, on n'a pas besoin, quand vous voyez SpaceX, la grande fusée là, de SpaceX qui veut partir sur Mars, elle fait plus de 100 mètres de haut, enfin c'est un monstre. Bon, si vous maîtrisez la gravité, ben, vous enlevez les trois étages et vous mettez un demi-étage pour tout faire, elle fait 15 mètres. Vous Mhm, voyez, c'est pas du tout la même, ça change complètement toutes les données du problème. mhm. Là, comme vous l'avez très justement dit, la vitesse aussi, parce que ça veut dire que c'est un engin comme ça peut atteindre une vitesse qu'on ignore, puisque un des problèmes, aujourd'hui, on commence à se rendre compte que l'équation d'Einstein, qui a été la base pour nous depuis 50, depuis 70 ans, l'équation d'Einstein est probablement partiellement fausse, et que donc on peut aller plus vite. Alors, c'est intéressant ce On que peut vous avoir dites une vitesse parce beaucoup plus que rapide. Ouais. parmi toutes les grandes personnalités qui se sont exprimées sur le sujet, il y a Chaim Eshed en Israël, qui est le père de tout l'aérospatial israélien. Oui. Et qui, lui, justement, a dit que quelque part, c'est comme si ils appliquaient la théorie d'Einstein à son maximum. C'est-à-dire qu'il dit que ce qui fait qu'ils arrivent à se déplacer d'un point A à un point B en un rien de temps,
c'est qu'ils arrivent à plier l'espace-temps Oui, tellement que, en fait, si on prend une feuille de papier, ils sont à un endroit, ils veulent aller à l'autre endroit, ils arrivent à plier l'espace-temps qui fait qu'en fait, ils ont même pas à bouger pour finalement passer d'un endroit à l'autre. Donc exactement. Alors, vous avez ça, vous avez bien, on en parle beaucoup actuellement avec cette évolution avec la physique quantique aussi, hein, qui amène aussi une autre dimension. On a quantité, on s'aperçoit, si vous voulez, que en travaillant sur ça, sur ces pans, ça nous amène aussi à réfléchir à une vision de l'univers et de notre environnement qui est différente de celle sur laquelle on a travaillé jusqu'à maintenant. Parce qu'à partir du moment où, effectivement, comme vous l'avez dit, on peut se déplacer beaucoup plus vite parce qu'on est libéré de la gravité, on peut atteindre des vitesses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on imagine. Bon, les choses changent, si vous Ouais. voulez, vous voyez? Donc, il y a aussi Et une dimension géopolitique, du coup, parce que forcément, il y a une énorme. compétition. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, quand vous voyez les Américains qui se sont saisis du problème, les Chinois qui se saisissent du problème, ou les Russes, mais les Russes moins maintenant, mais les Chinois et les Américains, ils sont en plein dedans, hein. Ouais. Parce que le premier, parce qu'en fait, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, ou je ne sais pas quelle Ben métaphore oui. prendre, mais le premier qui arrive à hacker la question, c'est-à-dire à Ah ben, trouver la réponse aux questions qu'on se pose et à maîtriser ces choses-là, il devient presque, et il est maître du monde, voilà. puisqu'on ne peut plus l'arrêter. Donc il a la puissance. C'est ça qu'il faut regarder, si vous voulez. Celui qui arrive à copier ce genre d'engin, il a une puissance extraordinaire, puisque plus personne ne sait l'arrêter, donc il fait ce qu'il veut. Ouais, À partir de ce moment-là, les défenses des pays, des grands pays, n'existent plus, si vous voulez. Il y a mm, une brèche dans tous les systèmes de défense. ouais, Donc, c'est quelque chose, c'est pour ça que c'est un problème de sécurité nationale. Et que chacun essaie, alors rêve évidemment, de récupérer des engins ou des morceaux d'engins pour essayer de comprendre et de pouvoir faire une copie ou trouver l'essence oui. de leur fonctionnement. C'est essentiel aussi parce que en dehors de trouver ou pas, ça peut permettre de faire des découvertes annexes sur le chemin de la recherche. Par exemple, on peut mentionner qu'en France, il y a le scientifique Jean-Pierre Petit qui très Oui. tôt s'est intéressé au sujet, a essayé d'émettre une hypothèse sur ce qui fait que ces engins vont si vite dans l'eau. Et c'est là qu'il a émis l'hypothèse du plasma, c'est-à-dire qu'il a dit Oui. si on fait évoluer des objets dans le plasma, ça peut avancer beaucoup plus vite. Et finalement, je crois, dites-moi si je me trompe, mais c'est les Russes qui se sont emparés de ces hypothèses et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont les missiles balistiques les plus Oui. rapides du monde. Absolument, les Russes. Alors, si vous voulez, quand Petit a sorti sa théorie, hein, son approche, il n'a pas été pris au sérieux en France. Alors, bon, c'est toujours souvent comme ça. Chez nous, en France, vous savez, on innove souvent, mais on est incapable de transformer l'essai. Vous savez, c'est très français. Vous étiez précurseur avec Cometa. Oui, voilà. Ça Mais va. pareil. Et là, donc, Petit, il a trouvé indiscutablement avec ce qu'on appelle, nous, la magnéto-hydrodynamique. Bon, il a trouvé un certain nombre de réponses. Chez nous, on l'a pas cru. Chez les Russes, ils l'ont cru pour la partie marine, puisqu'ils ont fait une torpille, la Gval, qui est une torpille qui va à une vitesse supérieure et de très loin à toutes les torpilles occidentales. Donc déjà, premier problème, si vous voulez, pour nos sous-marins. Là, on vient aux sous-marins. Et les Russes ont un avantage concurrentiel, si je peux dire, pour m'exprimer comme on dit dans les entreprises, hein, concernant les torpilles. Mais pareil, au niveau des missiles, ils ont fait des missiles hypersoniques qui vont à plus de 10 000, mais largement plus de 10 000 km/h, hein, et donc que nous ne savons pas arrêter. C'est ça. Donc, à part Et le c'est ça, fait nous ne savons d'avoir... pas aujourd'hui arrêter les missiles russes. Alors ceux-là, hein, les Oui, missiles classiques, non. Mais ces missiles particuliers qui utilisent les techniques de la MHD, on ne sait pas les arrêter. voilà. Donc, Hein. en Les dehors du Chinois fait viennent qu'ils ont... d'annoncer qu'ils en ont un aussi, d'ailleurs. Hein. Oui. Donc, Donc, en dehors du fait que quelque part, ça leur donne un avantage militaire, une avance militaire, surtout, ça leur donne un pouvoir de dissuasion monstrueux. ah bah bien sûr. Bah, vous vous rendez compte que mais on l'a vu récemment. Quand vous regardez ce qui s'est passé, pour prendre un exemple, hein, regardez l'Ukraine.
Bon, les Américains n'ont pas voulu se mettre officiellement, en tout cas, et officieusement, dans la guerre en Ukraine, hein. Ils envoient des armes et tout, mais ils ne veulent pas en être mêlés. Pourquoi? Il faut bien dire une chose, c'est que les Russes aujourd'hui, avec leurs missiles hyper rapides, hyper véloces, si vous voulez, eh ben, ils sont capables de tirer un porte-avions américain, on ne sait pas l'arrêter, on ne sait pas les arrêter. Donc c'est un cauchemar pour la défense, si vous Ah, voulez, de se dire. Alors, ils n'en ont pas beaucoup, heureusement, mais enfin, s'ils les tirent, ça peut poser des problèmes énormes. mhm. Vous voyez? Donc, on est effectivement. Alors, bien sûr, depuis que tout le monde l'a compris, autant vous dire que les Américains actuellement travaillent sur ces techniques de MHD à toute vitesse pour essayer de rattraper leur retard. Les Chinois, eux, ils l'ont rattrapé en partie. Donc, tout le monde s'y est mis, hein. Et en réalité, comme vous l'avez très justement dit, c'est une technologie qui s'approche, en partie, hein, mais déjà Oui, qui commence à se rapprocher de celle des pans. c'est ça. Donc, en fait, les pans, quelque part, c'est une sorte de moteur Ah oui, à l'innovation. recherche. Voilà, un moteur d'innovation, exactement. Et qui donc, même si on n'arrivait pas, on va dire, à trouver l'ultime secret, sur le chemin, on peut quand même faire des découvertes très Absolument. intéressantes. Pour les chercheurs, alors vous citiez Petit. Petit, c'est le père donc, de la MHD, ça c'est clair. Et il a sorti une théorie, si vous voulez, sur le monde, hein. Qu'il a appelé Janus, et Mhm. dans laquelle, lui, il explique justement aussi comment on peut aller à ces vitesses incroyables et comment ça pourrait se passer. Donc, avec des mondes En gros, hein, je voudrais. Oui, C'est des mondes, c'est pas exactement parallèle, c'est des mondes inverses. Mais enfin, bon, là, on est dans des je choses très dis, compliquées, oui, hein, et je rentrerai pas dans les détails. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on les écoute, quand on écoute Petit et autres, par exemple, on s'aperçoit que on peut multiplier la vitesse par rapport à la vitesse de la lumière. Donc ça change complètement les déplacements, qu'on parlait des déplacements spatiaux. Et si vous ajoutez on manœuvre avec de l'antigravité, ça change complètement la face des choses, si vous oui, voulez. Alors, c'est ça, donc c'est ça qui est passionnant dans toute cette affaire. C'est que oui. là, on est dans quelque chose de totalement différent. On sait que ça existe, on essaie de comprendre ce que c'est et on sait que ça va nous faire progresser considérablement. Oui. Vous avez un autre scientifique que j'ai mentionné, Jacques Vallée, qui est justement Oui, le allez, grand oui. spécialiste en fait de la donnée sur ces questions-là. Oui, Et pourquoi j'en parle? Parce que ça nous amène à une autre dimension de ce dossier dont on n'a pas encore parlé, qui est la communication. Pour la suite de cette vidéo, c'est ici en partie 2.